Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce webinaire. Écoutez, on commence. Il y a encore d'autres personnes qui vont se joindre à nous en cours de route, mais par respect à ceux et celles qui sont déjà présentes, on va commencer tranquillement. Ce webinaire-là, c'est un deuxième de notre série des 3 webinaires sur le thème de la cyberintimidation. Donc, on va parler aujourd'hui de la prévention. Je me présente, je m'appelle Tatiana Litovchenko, je suis agent de projet au service jeunesse du White des femmes de Montréal et je vais co-animer ce webinaire avec ma collègue Isabelle Lepage. Oui, bonjour. Je me présente Isabelle Lepage, agente de projet Wiley Femmes de Wiley Femmes de Montréal. Et nous avons notre troisième collègue, Tania Baladi, qui est là aussi avec nous, qui nous soutient avec la gestion des questions que vous allez peut-être avoir. On va commencer par un petit point technique pour celles et ceux qui sont pour la première fois sur la plateforme. Donc, ce que vous voyez devant vous, donc j'attire votre attention à gauche de votre écran. En haut, vous avez la petite main. En fait, c'est un outil qui vous permet d'interagir avec nous. Si vous cliquez dessus, vous allez voir différentes options. Nous vous proposons aujourd'hui de n'utiliser qu'une seule, c'est l'option de questions. De l'utiliser seulement, vous pouvez appuyer dessus pour nous signaler si jamais durant la présentation, il y a des points qui ne sont pas clairs pour vous. C'est seulement cette option-là qu'on vous invite à utiliser. À droite de la main, vous avez la caméra. Bon, aujourd'hui, ça va pas nous servir parce que il n'y aura pas de vidéo. Ensuite, à droite de la caméra, il y a un micro. Normalement, en fait, normalement, c'est pour poser les questions, mais vu que le temps que nous avons aujourd'hui, c'est assez court, c'est seulement 1 heure, donc nous vous invitons de ne pas activer le micro. Quand vous cliquez dessus, vous avez une petite boîte qui s'ouvre, donc vous pouvez cliquer pour diffuser votre voix, mais nous vous invitons de l'utiliser, de l'activer seulement à la fin du webinaire. On a prévu une période de questions. Ensuite, à droite du micro, vous avez la petite icône de son. Donc, normalement, si vous nous entendez, tout se passe bien. Donc, pas besoin non plus de se concentrer dessus. Quand on descend plus bas, on est toujours sur le côté gauche de l'écran. Vous voyez un petit espace pour le clavardage, pour poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions au cours de la présentation. Nous essaierons d'y répondre pendant la période des questions. Ensuite, bon, évidemment, au milieu, c'est la présentation PowerPoint que nous allons faire défiler au fur et à mesure que le webinaire avance. Et sur le côté droit de l'écran, en haut, complètement à droite, c'est la seule, en fait, c'est la seule icône que vous en aurez besoin. En fait, c'est la petite flèche de sortie pour quitter l'activité, mais on espère que vous resterez avec nous jusqu'à la fin de ce webinaire. Voilà, donc maintenant qu'on a fait le tour de la plateforme, voyons le plan de ce webinaire. Excusez-moi, j'ai voilà, merci beaucoup. J'ai appuyé pas sur la bonne touche. Donc, on va continuer. Euh, le plan du webinaire, donc aujourd'hui, donc on va commencer par les objectifs. Ensuite, on va faire une brève présentation de l'organisme et du projet. On va, comme l'entrée en matière, faire un court rappel du cadre de prévention de la cyberintimidation dans les écoles. Ensuite, on va dire quelques mots sur les conditions de réussite pour la prévention. On va ensuite passer en revue quelques stratégies de prévention auprès des jeunes avec des exemples d'activités concrètes qui peuvent être animées auprès des jeunes. On va passer ensuite à la section des ressources en matière de prévention. Il y aura une période de questions et on fera une petite conclusion à la fin.
Avant de passer, avant de continuer, on va peut-être faire un petit test pour voir si vous nous entendez bien. Je vous inviterai d'utiliser une fois la main. En fait, quand vous cliquez dessus, donc utilisez l'option lever la main pour nous signifier si vous nous entendez bien. D'accord, on voit plusieurs personnes, merci, qui nous signifient que vous nous entendez bien. C'est parfait. D'accord, OK. Pour les autres, écoutez, vous avez pas utilisé la main, mais on suppose si jamais vous avez des difficultés, si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous faire signe en écrivant la question dans l'espace clavardage. Merci beaucoup, donc on continue. Pour les objectifs, nous en avons 2 objectifs pour ce webinaire-là. Donc, c'est actualiser ses connaissances sur les pratiques prometteuses pour prévenir la cyber-intimidation et prendre connaissance des activités, de certaines activités animées avec les jeunes en lien avec ces pratiques et évidemment en lien avec la prévention de la cyber-intimidation. Quelques mots sur notre organisme, donc le Y des femmes de Montréal. Écoutez, il y a quelques années, nous avons fêté notre 140e anniversaire. Donc, on est une vieille dame, mais très dynamique. On fait beaucoup de choses. On travaille avec les filles et femmes de l'île de Montréal pour réduire les exclusions, les inégalités sociales et de genre, ainsi que l'ensemble des violences auxquelles elles peuvent être exposées. Nous agissons à travers 4 familles d'actions, à travers 4 services. Donc, service résidentiel, nous avons un hébergement sécuritaire pour les femmes qui vivent des difficultés, qui sont aux prises avec des dépendances, ont qui veulent sortir de l'itinérance. Donc, c'est ça, c'est un hébergement sécuritaire avec un programme d'insertion sociale pour ces femmes-là. Nous avons des services d'employabilité, service à la collectivité qui inclut des activités sportives, artistiques, ateliers parents-enfants, cuisine collective, ateliers de conversation en anglais et plusieurs autres activités. Et nous avons enfin un service jeunesse, c'est le service pour lequel nous travaillons. Nous sommes 3 agents de projet qui travaillons sur le projet de webinaire sur le thème de cyberintimidation. Sinon, les services jeunesse, on fait aussi beaucoup de choses. Pour vous dire de façon très synthétique, on anime des ateliers ponctuels et des groupes qui s'étalent sur plusieurs semaines sur des thématiques telles que hypersexualisation, exploitation sexuelle, relations saines et égalitaires, le cyberharcèlement, évidemment, et d'autres sujets. Nous développons aussi des outils pour les intervenants et intervenantes qui œuvrent auprès des jeunes, donc des guides d'animation, des vidéos de sensibilisation. Et nous développons aussi des formations pour les intervenants et intervenantes qui travaillent auprès des jeunes. Donc, pour le projet Agir contre la cyberintimidation, dans le cadre de ce projet-là, nous avons développé ces 3 webinaires-là. C'est un projet qui est financé par le ministère de la Famille. Donc, nous sommes en ce moment, donc aujourd'hui, à notre 2e webinaire sur la prévention. Il y a un mois, on a animé le 1er webinaire, c'était plus articulé autour de ce que font les jeunes en ligne, c'est quoi leurs habitudes, quels sont les réseaux qu'ils utilisent, quels sont les enjeux qui sont reliés à à l'utilisation de ces réseaux. Il y en a plusieurs personnes qui ont assisté à ce webinaire qui sont aujourd'hui aussi avec nous. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui aussi. Pour ceux et celles qui n'ont pas assisté à ce webinaire-là, mais qui sont intéressés, vous pouvez consulter déjà l'enregistrement de ce webinaire et le PowerPoint sur le site du Y des femmes. Je vais passer maintenant la parole à Isabelle qui va continuer le webinaire. Donc, merci Tatiana.
Alors, un petit rappel, à vous, qui travaillez déjà probablement dans un milieu scolaire, un court rappel sur le cadre de prévention, dans les écoles. Donc, la loi 56 est, par rapport au plan de lutte contre l'intimidation et la violence. Donc, la loi 56 est née en 2012. Donc, ce qu'elle nous dit, cette loi-là, c'est qu'elle, elle souhaite définir les responsabilités et les devoirs des élèves, des parents, du personnel de l'école, des directrices et directeurs d'école, en fait, toutes les personnes impliquées dans l'école, donc ont une responsabilité collective et partagée de devoir prévenir et combattre l'intimidation et la violence à l'école. En termes du plan de lutte, en fait, ce qu'on doit peut-être retenir, donc, c'est de prévoir un protocole de prévention pour contrer toute forme d'intimidation et de violence, de penser à des modalités pour effectuer un signalant, une plainte. Ça, c'est une chose importante aussi. Des actions à mettre en œuvre pardon, lorsqu'un acte d'intimidation ou de violence est constaté à l'école. Des mesures de soutien et d'encadrement. Donc, si un élève est victime, s'il y a des témoins qui sont impliqués, s'il y a un auteur de cyberintimidation ou d'intimidation à l'école, donc quelles sont les mesures à mettre en place au niveau de l'encadrement et de soutien dans mon école? Des sanctions disciplinaires, donc s'il y a une situation comment dire, d'intimidation qui a lieu, qu'est-ce qu'on décide de mettre en place comme sanction à même l'école? Donc, c'est un tour d'horizon très rapide, mais nous ne pouvions pas passer inaperçu par rapport à, à ces lois-là et à ce plan de lutte contre l'intimidation. Donc, voilà. Nous aimerions vous faire part d'une petite question sondage. Donc, une question qui va tout bientôt apparaître à l'écran. Donc, vous aurez la possibilité de répondre à une question. Donc, quelles mesures de prévention sont mises en place dans votre milieu? Donc, voilà, je lance le sondage. Vous avez à répondre à une ou vous répondez à la question, mais vous pouvez répondre un ou deux choix de réponse, trois choix de réponse. Il faut tester tout simplement quand vous avez répondu à la question. Donc, validez votre choix. En haut à droite, il faut valider votre réponse. Donc, voilà, vous pouvez dès maintenant répondre à la question. Donc, est-ce qu'on parle de tournée de classe dans vos milieux? Est-ce qu'on parle de projets spécifiques en prévention, de la collaboration avec des organismes ou d'autres mesures qu'on n'aurait pas nommées dans le dit sondage? Donc, je crois que tout le monde a répondu. Oui, super. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est ce qui semble être un peu plus bon, similaire, quoique les 4 réponses ont des réponses assez similaires au niveau des résultats. Donc, projet spécifique de prévention et la collaboration avec des organismes externes semblent être les deux mesures de prévention qui sont plus utilisées dans vos milieux. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Vous avez pris le temps de répondre et ça a été rapide en plus. OK, merci. Donc, justement, faisons un petit tour par rapport aux dites mesures de prévention. Donc, la première étant la disponibilité d'une ressource, vous ne l'aviez pas dans le sondage tout à l'heure, mais une disponibilité d'une ressource spécifique dans les commissions scolaires pour soutenir les intervenants. Donc, entre autres, nous, sur l'île de Montréal, il y a des ressources. Donc, nous, on a Mme Sophie Bourque qui travaille à la commission scolaire de Montréal, qui est une conseillère pédagogique et qui a le mandat, en fait, de travailler au niveau des écoles, au niveau de l'intimidation et de la violence. Donc, cette ressource existe probablement dans la majorité des commissions scolaires au Québec. C'est une ressource qu'on peut utiliser. Par la suite, donc, il y a évidemment la disponibilité des professionnels dans les écoles et dans vos écoles respectives. Donc, ce serait par rapport à ça, la travailleuse sociale, la psychologue, intervenante en toxicomanie. Donc, plein d'intervenants dans les écoles peuvent contribuer selon le temps qu'ils ont, évidemment. Je sais que ce n'est pas toutes les écoles qui ont le temps de s'investir là, autant là, dans les écoles au niveau de la cyberintimidation et de l'intimidation. Donc, ces professionnels-là peuvent être mis à contribution autant au niveau de l'intervention, mais au niveau aussi de tournée de classe, parfois.
justement, parlons des tournées de classe. Donc, ça peut être, par les professionnels, comme je vous disais, mais ça peut être aussi de faire venir la policière socio-communautaire à l'école pour venir, expliquer aux jeunes les différentes lois qui entourent, la cyberintimidation. Une autre mesure à prendre en considération, les projets spécifiques développés dans les milieux scolaires. Donc ça, tout à l'heure, j'aurai justement une petite, explication à vous faire, là, un exemple à vous donner, par rapport à cette, mesure-là. Et des activités et outils offerts par des organismes externes. Donc, on pourrait penser à des organismes communautaires ou des organismes donc, qui offrent soit des ateliers ou outils gratuitement ou outils et ateliers à un coût moindre. Donc, entre autres, on pourrait penser au GRI à Montréal, le GRI Montréal. On pourrait penser au théâtre Parmi nous qui offre une pièce de théâtre sur la question de la cyberintimidation, donc qui s'appelle TopNet. On pourrait aussi penser ensemble pour le contre le oui, je m'excuse, là, j'ai pas ensemble pour le respect de la diversité, pardon, j'ai bafouillé. Donc, voilà. Alors, toutes ces ressources et organismes communautaires existent et sont là pour soutenir les écoles. Vous connaissez probablement les ressources, là. Je sais que vous n'êtes pas tous de Montréal. Il y a probablement des ressources qui existent dans vos milieux qui sont là pour vous aider aussi. Donc, en termes d'un exemple, en fait, rapidement, j'avais le goût de vous faire part d'un exemple qu'on a découvert là, en bâtissant le contenu du webinaire. Donc, dans une école secondaire sur la rive sud de Montréal. Donc, eux ont décidé de faire venir une pièce de théâtre, donc la pièce de théâtre TopNet du théâtre Parmi nous. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'avant et après la pièce, ils posaient des questions aux élèves dans un cahier de réflexion dans le cadre des cours d'éthique. Donc, les jeunes devaient se positionner et répondre à des questions. Par la suite, ils avaient organisé une représentation, je dirais plutôt une présentation conférence aux parents. Il y avait aussi par la suite une policière qui venait expliquer les lois qui concernent la cyberintimidation. Et par la suite, un projet était proposé aux élèves, un projet de BD lié au thème de la cyberintimidation. Donc, une intervention qui se déroule sur une plus longue période et qui implique plusieurs personnes de la communauté peut être une stratégie qui fonctionne bien dans les écoles. Donc, voilà. Parlons justement des conditions de réussite pour la prévention. Donc, qu'est-ce qui fonctionne bien dans les écoles selon les recherches lues, selon les professionnels qu'on a consultés? Donc, je pense que vous ne serez pas étonnés si je vous dis d'impliquer les jeunes. Donc, entre autres, dans l'élaboration de règles de conduite, ça peut être quelque chose qui fonctionne absolument bien. Les impliquer dans la prévention aussi, c'est quelque chose qui fonctionne absolument bien. Donc, je ne vous étonnerai pas, je pense, si je vous dis ça aujourd'hui, cet après-midi. Initier les jeunes dès le primaire. Donc, si on commence faire de la prévention dès le plus jeune âge, on peut penser que nos interventions en prévention vont peut-être perdurer dans le temps et voilà, de peut-être répéter les messages non plus, c'est pas mauvais. Donc, on continue de penser que travailler au niveau des plus jeunes. Intégrer les technologies de l'information et des communications dans l'enseignement. Donc, ça pourrait être, par exemple, d'utiliser un profil Facebook, d'utiliser Instagram, d'utiliser des blogs avec les jeunes. Ouais, nous, on utilise un moyen technologique qui sont les manettes interactives. Donc, on utilise les manettes, c'est comme sous forme d'un quiz. Donc, les jeunes vont devoir répondre à des questions et lire exemple des questions ABCD, vrai ou faux. Les jeunes vont devoir répondre aux questions et par la suite, les réponses des jeunes, donc sur leur perception, sur ce qu'ils ont compris, apparaissent en temps réel. Donc, ce n'est pas nécessairement une technologie au même niveau qu'un cellulaire, mais c'est tout de même un moyen qui est ludique et dynamique pour que les jeunes soient interpellés par nos interventions. Une autre condition de réussite, s'intéresser à ce que les jeunes font en ligne. Donc, je pense que nos jeunes sont bel et bien sur les technologies, utilisent la technologie grandement. Donc, c'est pas de faire comme si ça n'existe pas que les situations de cyberintimidation vont s'arrêter. Donc, il faut au contraire s'intéresser à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils font pour, voilà, plutôt que de dire comme si ça n'existait pas. Donc, plutôt entrer dans leur monde et pas faire comme si de rien n'était.
Un autre élément important de prévention au niveau de la réussite de nos stratégies de prévention, de soutenir les parents. Donc, tout à l'heure, vous avez vu là, l'exemple au niveau de la commission scolaire là, sur la Rive-Sud de Montréal. Donc, offrait une conférence aux parents. Donc, c'est vraiment de pouvoir agir au niveau autant de l'école, au niveau autant de la communauté qui entoure le jeune. Les parents font partie de la solution pour contrer la cyberintimidation. Pour terminer, un autre point important, c'est être de bons modèles pour nos jeunes. Donc, là-dessus, on a justement une intervention vidéo de Stéphanie Deslauriers, qui est psychoéducatrice et qui est auteure du livre Jeux d'enfants, l'heure juste sur l'intimidation. Donc, je vous laisse entre les bonnes mains de Stéphanie Deslauriers qui pourra vous en apprendre plus sur cette dernière condition de réussite. C'est important en tant qu'adulte qu'on soit des modèles pour nos jeunes. Donc, de nous-mêmes se poser la question, ce que je suis en train de publier ou ce que je m'apprête à publier, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est une opinion qui a été sollicitée ou non? Est-ce que c'est une opinion qui est exprimée dans le respect? Est-ce que l'objectif derrière cette publication-là, c'est quoi? Est-ce que c'est de créer une tollée, un débat, de provoquer, de frustrer, de faire de la peine? Ou est-ce que c'est plutôt d'apporter un autre point de vue, d'apporter mon petit grain de sel? Donc ça, c'est important de se poser cette question-là. Également, de voir qu'est-ce que je publie moi sur mon profil de réseau social en tant qu'adulte. À qui est-ce que ça s'adresse? Est-ce que ça s'adresse à ceux qui me connaissent? Est-ce que ça s'adresse à ceux qui me connaissent peut-être moins puis que je veux aller titiller ou piquer un petit peu? Donc ça, ce sont des questions primordial, je pense, à se poser parce qu'après ça, ça devient difficile en tant qu'adulte d'avoir des attentes envers nos jeunes de respect et d'entraide et de solidarité quand nous-mêmes, en tant qu'adultes, ce n'est pas ce qu'on leur transmet. Quand c'est banalisé, tout ce qui est discrimination, tout ce qui est humiliation en ligne, tout ce qui est manque de respect, bien, pour les jeunes, ça devient la norme et ça devient socialement acceptable de se comporter eux-mêmes ainsi, alors que ce l'est pas, alors que c'est pas acceptable. En fait, quand on parle de prévention de la cyberintimidation auprès des jeunes, on pense aussi à tout ce qui est promotion des bonnes habitudes, en fait, de bonne conduite. On parle beaucoup d'habileté sociale dans la vie réelle, mais on fait pas beaucoup d'éducation en ce qui a trait à tout ce qui est vie virtuelle finalement. Donc, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, qu'est-ce qui se dit, quelle est la limite, c'est quoi le respect en ligne, comment est-ce qu'on fait pour en faire preuve envers ceux qu'on connaît et ceux qu'on connaît moins. Donc ça, ce sont toutes des questions à se poser et peut-être à aborder, ça peut être entre copains, copines, mais avec les parents, avec les intervenants. Donc, ça c'est intéressant d'avoir des discussions qui abordent ces aspects-là, des interactions virtuelles finalement. Donc, voilà, je crois que la vidéo parle d'elle-même. Alors, au niveau de ce que Madame Deslauriers nous dit, je ne vais pas vous en dire trop, mais en résumé, ces questions-là sont bel et bien abordées. Donc, on va pas les répéter. Vous aurez de toute façon accès au PowerPoint rapidement après la présentation webinaire d'aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse entre les mains de ma collègue Tatiana. Oui, merci encore Isabelle. Écoutez, là, on va passer maintenant aux stratégies de prévention. Nous avons articulé en fait les stratégies autour de quelques thématiques. Pour chacune, nous allons présenter donc des stratégies et des exemples d'activités que vous pouvez réaliser avec les jeunes en matière de prévention de la cyberintimidation. Donc, écoutez, nous le constatons toutes et tous qu'on vit dans un monde où la communication virtuelle prend de plus en plus de place dans nos vies, dans la vie de nos jeunes d'autant plus. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font en ligne? Ils socialisent, ils organisent des activités, ils partagent des photos, des vidéos en ligne et
comme dans la vie de tous les jours, en fait, ils ont besoin d'encadrement pour comprendre c'est quoi les comportements appropriés à utiliser en ligne. Il est important en fait pour les jeunes, pour qu'ils puissent avoir des bons références, et il faut commencer à développer ces habiletés assez tôt, donc en commençant même dès le primaire. Évidemment, le développement de ces aptitudes-là doit se faire à la maison par la famille, mais aussi les autres espaces comme les écoles, les autres lieux de socialisation que les jeunes fréquentent. Donc, peuvent aussi contribuer au développement de ces bonnes aptitudes. Donc on parle en fait, en termes de stratégie, d'encourager, de renforcer les comportements éthiques en ligne. Et dans les écoles, notamment, le développement de ces habiletés peut être intégré à travers certains cours, notamment, on pense aux cours d'éthique et culture religieuse qui pourraient être un bon cadre pour le développement de ces habiletés-là. Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est important de partir des valeurs des jeunes pour avoir plus d'impact. Donc, créer un vocabulaire commun sur les attitudes à avoir en ligne, autant pour les enseignants que pour les parents et pour les jeunes. Et donc, c'est engager une discussion avec les jeunes pour qu'ils puissent nommer leurs valeurs, analyser l'impact de leurs gestes, des conséquences, et tout cela en lien avec leurs valeurs, notamment, c'est quoi tes valeurs? Est-ce que ton comportement en ligne, est-ce que ça correspond à tes valeurs? Ce qui est important aussi, c'est aujourd'hui, on est amené à s'exprimer régulièrement en ligne. Ça peut se passer plusieurs fois par jour, où on est amené à émettre nos commentaires pour telle ou telle publication, donc donner notre opinion, mettre des likes pour montrer qu'on apprécie ou non le contenu qui défile devant nos yeux. On partage aussi nous-mêmes du contenu, des photos, des vidéos en ligne. Et parfois, on prend du temps pour réfléchir avant de le faire, mais parfois moins. Et donc, développer de bons réflexes est d'autant plus important pour les jeunes qui sont en période d'apprentissage des codes de communication et des comportements appropriés à adopter en ligne. Et donc, une manière de le faire, c'est de faire réfléchir les jeunes sur les questions à se poser avant de partager quelque chose en ligne. Vous avez ici un exemple d'une petite aide-mémoire, en fait, des questions à se poser qu'il est possible de partager avec les jeunes. Donc, les questions à se poser avant de partager quelque chose en ligne. Est-ce que je suis authentique dans mes propos quand j'écris un commentaire, quand je partage, je publie quelque chose? Quelle image de moi-même je souhaite projeter? Si je publie un commentaire, est-ce que c'est pertinent par rapport au sujet traité, le commentaire que je m'apprête à émettre? Est-ce que je serais à l'aise de dire ça devant une foule? Est-ce que je serais à l'aise de dire ça devant mes parents? Parce que justement, on sait que l'écran peut créer une distance, donc on ne voit pas la réaction de la personne qui est derrière l'écran sur nos propos. Et donc, c'est bien de se poser la question en imaginant que j'allais dire ça, par exemple, devant mes parents. Est-ce que, aussi, une question importante à se poser, est-ce que quelqu'un pourrait utiliser cette information pour me faire du mal? En termes de stratégie, justement, pour le renforcement du comportement éthique en ligne, on parle aussi des notions du respect et du consentement. Donc, c'est important d'aborder avec les jeunes, qu'est-ce que c'est le respect, le consentement et le respect aussi de la vie privée en ligne. On sait que ce qu'il y a que, par exemple, il y a quelque temps, c'était en fait l'année dernière, mais c'est revenu encore cette année, il y avait une controverse sur les réseaux sociaux à propos de la façon comment s'est habillée l'auteur et la compositrice Safia Nolin au gala de la disque de l'année dernière. Donc, elle était habillée de façon décontractée et ça a suscité tout un tollé de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Et donc,
au-delà de la pertinence du sujet, c'est qu'il est important de s'accorder aux tenues vestimentaires des artistes femmes. On peut aussi réfléchir à comment ces commentaires ont été exprimés et on peut parler justement de tout ce qui est distingué entre une opinion exprimée sur un sujet et une attaque personnelle. Parce que ce qu'on a pu voir, c'est que si tu peux dire que oui, par exemple, je suis pas nécessairement d'avis que c'est une bonne façon de s'habiller pour ce genre d'événement, ce qu'on a pu voir beaucoup dans ce contexte-là, justement, ce que Safia Nolin a reçu comme commentaire, c'est vraiment des propos humiliants et blessants du genre franchement, et sur d'où elle, du bois, est-ce que Safia, personne ne t'a jamais dit comment il faut s'habiller convenablement, etc. Donc, on voit bien que, et en nous, en fait, c'est des adultes qui publient ces propos, et les jeunes, comme mentionné tout à l'heure Stéphanie Deslauriers, ils prennent les adultes pour des modèles et donc ils sont exposés à ce genre de propos. Ils peuvent en déduire que c'est ça la norme de communication en ligne. Or, ce n'est pas le cas, d'où l'importance justement apprendre aux jeunes la manière respectueuse d'exprimer son opinion en ligne. En lien avec ça, nous vous proposons un exemple d'activité à mettre en place avec les jeunes. D'ailleurs, nous allons vous envoyer, et nous allons les mettre en ligne aussi après, quelques fiches d'activité en lien avec la prévention de la cyberintimidation. Nous allons voir maintenant c'est ça, un premier exemple de l'activité. C'est ce qu'on peut proposer aux jeunes, en fait, c'est eux-mêmes, élaborent un code d'éthique en ligne. Dans le fond, ça pourrait se faire soit dans le cadre d'un cours, j'ai mentionné tout à l'heure le cours d'éthique et culture religieuse. Ça peut être fait aussi dans le cadre des ateliers qui peuvent être animés en classe ou avec un groupe de jeunes. C'est donc proposer aux jeunes de prendre le temps et d'élaborer un code d'éthique. Vous voyez ici quelques exemples des énoncés qui pourraient figurer dans ce code d'éthique. Par exemple, de manière générale, je m'engage à utiliser un ton respectueux lors de mes échanges, de ne pas publier de photos ou de commentaires qui donnent une mauvaise image de quelqu'un, qui pourrait la blesser, etc. Donc, élaborer ce code de règles de comportement respectueux en ligne. En parlant justement, aux stratégies de prévention, ce que nous on fait, évidemment, on travaille aussi la base, c'est des relations saines. Donc c'est d'outiller les jeunes aux relations saines dans le contexte d'éthique, des technologies d'information et de communication. Donc, la première chose qu'on voudrait nommer, c'est apprendre à faire la différence entre l'intimidation et la plaisanterie. Par exemple, avec les jeunes, c'est de définir à partir des mises en situation. Est-ce que dans cette situation-là, il s'agit juste du niaisage ou on est plutôt dans une situation du harcèlement en ligne, et de comprendre l'impact du discours en ligne sur l'autre personne. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de contexte de face à face et on ne voit pas comment l'autre personne réagit face à nos propos. Donc, c'est vraiment d'apprendre aux jeunes à faire cette différence-là. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est reconnaître les éléments sains et problématiques d'une relation. Dans le fond, c'est outiller les jeunes sur les attitudes associées aux relations saines et égalitaires, notamment dans le contexte des relations amoureuses et amicales. Donc, autant de parler de c'est quoi en fait, quels sont les éléments clés d'une relation saine et égalitaire, et également identifier les comportements de contrôle, de manipulation qui peuvent mener au harcèlement.
Il y a aussi un élément important, c'est considérer des enjeux liés à l'utilisation des TIC qui pourraient contribuer en fait au cyberharcèlement. C'est par exemple, on pense à l'activation de la fonction de géolocalisation sur les cellulaires. On peut dans un couple demander l'un à l'autre d'activer cette fonction-là pour pouvoir à tout moment savoir où se trouve précisément la personne. On peut en déduire que cette demande-là peut être faite parce qu'on s'inquiète pour la personne, parce qu'on a envie de savoir où elle se trouve, mais est-ce que c'est toujours approprié? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande-là? Est-ce que c'est vraiment de la préoccupation pour la personne ou c'est plutôt la volonté de la contrôler? On pense aussi au partage de mots de passe sur différents réseaux sociaux. On pourrait aussi engager une discussion avec les jeunes en se posant des questions. Est-ce que nous, on partage tout dans une relation? Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande-là quand on nous fait d'avoir accès au mot de passe sur des réseaux de son amoureux ou de son amoureuse? En lien avec ça, nous avons travaillé dans le cadre d'un projet sur l'élaboration d'un guide qui s'appelle Relations Net, qui traite justement du harcèlement dans les relations amicales et amoureuses. Et ce que vous pouvez voir sur l'écran, donc l'exemple d'une activité qu'on réalise avec les jeunes. On part également des scénarios. Donc là, on a un scénario d'un couple qui débute leurs études collégiales et ça se passe dans les villes différentes. Donc le garçon, il va demander à la jeune femme d'activer justement la fonction qui lui permet de localiser à tout moment la personne, à tout moment de la journée, donc d'activer la fonction de géolocalisation. Et donc les jeunes, ils travaillent sur ces scénarios-là et on les fait réfléchir sur la question, vous, que feriez-vous à la place de Maria et qu'est-ce qui manque dans cette situation pour qu'on puisse parler d'une relation égalitaire? Donc, c'est une activité qu'on peut faire avec les jeunes pour aborder la question justement de l'utilisation de certaines options, de certains outils technologiques dans le cadre des relations amoureuses qui peuvent favoriser ces comportements de contrôle, de manipulation. Et donc, c'est important aussi d'en parler avec les jeunes et de le faire prendre conscience de cela. Pour la prochaine stratégie, je vais repasser la parole à Isabelle. Oui, merci Tatiana. Donc, pour la suite, une autre stratégie de prévention importante pour contrer la cyberintimidation, donc renforcer les habiletés de communication en ligne et développer une meilleure gestion des émotions. Donc, on peut, à travers cette stratégie de prévention-là, penser à, exemple, apprendre à éviter des pièges de communication en ligne. Par exemple, ce qu'on peut voir dans un échange en face à face. Donc, il y a 3 composantes importantes dans une communication avec quelqu'un en face à face. 3 composantes importantes, donc le verbal, les mots, le non-verbal, donc la position du corps, les gestes qu'on emploie, gesticuler grandement, le non-verbal, donc ça le dit, les gestes. Le paraverbal, donc le ton de la voix, le volume, le timbre de la voix. Et donc, ces 3 éléments-là font partie d'une communication en face à face. Lorsque nous sommes en train d'échanger des textos, nous sommes seulement en train d'avoir les mots de la personne. Donc, il nous manque évidemment le non-verbal, il nous manque aussi des éléments du paraverbal. Donc, tout ça pour dire que les interprétations peuvent être un peu plus faciles lorsque nous sommes en train de vivre les échanges textos. Il nous manque beaucoup de contexte pour pouvoir bien analyser une situation de communication avec l'autre.
Parfois aussi, lorsqu'on est en ligne, il n'est pas rare de voir que nos ados, peut-être que vous le constatez vous-même dans le cadre de vos interventions auprès des jeunes, là, ils sont très impulsifs. Ils ont tendance parfois à vouloir répondre très, très, très rapidement dans une situation qui tourne mal en ligne. Donc, c'est difficile là, de prendre un petit moment pour respirer, pour se poser un peu. Donc, on peut aussi amener nos ados là, à réfléchir un petit peu plus avant de publier, comme de tout à l'heure Tania, mais aussi peut-être prendre 2, 3 grandes respirations, là, ça pourrait peut-être aider avant d'envoyer, disons, une publication ou un texto qui finalement est peut-être mieux qu'on ne l'envoie pas. Donc voilà, un autre élément important par rapport à la communication, donc communiquer dans le respect de l'autre, évidemment, ça va de soi. Nous avons justement à cet effet une activité à vous proposer, donc qui est la fiche d'activité 2, le filtre de communication. Les fiches seront disponibles aussi, là, comme on vous mentionnait, à la fin de l'atelier, à la fin de la présentation, dans les semaines, voire qui vont suivre le webinaire, vous aurez accès aux fiches d'activité. On vous enverra les fiches et ils seront aussi disponibles sur le site Internet du Wire des femmes. Donc, par rapport à la fiche d'activité 2, le filtre de communication, donc, on pensait en fait amener une situation jeune. Donc, par exemple, vous avez la situation 1 et 2. Donc, la situation 1 dit Alex voit rouge, Carolina, pardon, son ex-copine, publie une photo suggestive d'elle et d'Hugo, un gars de sa classe, dans un party. Et comme si ce n'était pas assez, elle porte même le chandail qu'il lui a offert sur la photo. Il lui en veut tellement et se sent assez jaloux. Il a envie de lui envoyer un message et de lui dire que cela ne se fait pas. Donc, par rapport à la situation, ce qu'on voyait pour être intéressant de faire en classe, c'est d'amener à répondre les jeunes à cet interlocuteur-là, dans un premier temps, sans censure. Donc, vraiment de laisser passer tous les mots qui sont irrespectueux, donc vraiment sans censure, de pouvoir répondre à l'interlocuteur qui est dans la situation. Dans un deuxième temps, on amènerait les jeunes à répondre avec nous on appelle ça le filtre social, donc avec une certaine censure, avec un respect, donc de façon plus appropriée en mettant un entonnoir devant ton visage. Comment est-ce que tu peux répondre à ton interlocuteur pour que ce soit respectueux, mais qu'en même temps que tu te fasses comprendre et que tu saches faire respecter tes besoins à travers tout ça. Donc, ça, c'est une activité qu'on avait en tête auprès des jeunes là, pour justement limiter l'explosion d'émotions que nos jeunes peuvent parfois vivre dans la vie de tous les jours. Une autre stratégie de prévention, ce serait de renforcer l'esprit critique sur le sexisme en ligne et la représentation des relations personnelles dans les médias. Donc, je vais y aller assez sommairement, mais juste dire que ce qu'on peut voir dans les médias, dans la sphère publique en ce moment, c'est que les relations amoureuses sont dépeintes. Donc, qu'il y a souvent des comportements malsains comme la possessivité, l'agression. C'est parfois jugé comme étant des comportements normaux, banals, parce que c'est reproduit assez fréquemment. Donc, on peut voir que c'est souvent banalisé. Il y a aussi des différences entre les filles et les garçons. Par exemple, lorsque un sexto est envoyé, ce qu'on voit, c'est que les filles vivent plus de conséquences que les garçons au fait d'envoyer des sextos. Donc, les conséquences sont souvent plus nocives chez les jeunes filles. On voit aussi une pression des jeunes filles à être toujours vouloir mieux paraître. Leur image corporelle est souvent beaucoup mis de l'avant. C'est important. Donc, il y a des stress aussi qui sont vécus par les jeunes filles par rapport à leur image. Tout à l'heure, ma collègue parlait du cas Safia Nolin. Donc, nous, ce qu'on se disait pour être intéressant en termes d'activité, ce serait d'utiliser des nouvelles ou des publications qu'on a vues tourner sur les réseaux et d'essayer d'analyser quelles sont les différences, de publications lorsqu'on s'adresse à une fille et lorsqu'on s'adresse à un garçon? Est-ce que les commentaires sur l'apparence, est-ce que c'est la même chose
quand on est une fille, quand on est un garçon? Est-ce que, exemple, si on avait vu un garçon s'habiller confortable pour aller dans un gala, est-ce qu'il aurait eu le même type de commentaires, des injures aussi, aussi nombreuses et importantes que ce que Safia Nolin a pu recevoir comme information, malheureusement, sur les réseaux. On pourrait aussi se poser la question avec le monde des politiciens. Est-ce qu'un politicien, une politicienne reçoit les mêmes commentaires en ligne sur les réseaux? Donc, il y a toutes sortes d'activités comme ça qu'on peut utiliser avec nos jeunes. Donc, voilà. OK, super. Une autre, stratégie de prévention, qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui, donc c'est de sensibiliser aux implications légales liées au partage du contenu non consenti à la sécurité en ligne. Donc, il y a évidemment des risques associés au partage d'images intimes en ligne et parfois, mais ce qu'on voit, c'est que, les jeunes, pensent que le fait de s'envoyer des images, de s'envoyer des sextos, pensent qu'il n'y a pas de risque quand ils sont dans une relation, intime entre 2 personnes, qui s'aiment, donc ne voient pas nécessairement, les risques qui peuvent, venir, par la suite. Mais, nous, dans nos interventions et peut-être même vous-même dans vos interventions auprès des jeunes, ce qu'on voit souvent, c'est, que, lorsque la relation, se termine, la dite photo ou le dit vidéo, devient, partagé, envoyé à plusieurs personnes dans l'école, sur les réseaux pour un peu se venger. Donc un sentiment de vengeance, est souvent, peut arriver. Là, on n'est plus en mesure de, récupérer la photo, on ne sait plus où elle s'en va, donc on n'a plus de contrôle sur l'image. Donc, peut-être amener les jeunes à faire réfléchir aux risques potentiels, en fait, de l'envoi, d'images, dans leur relation. Aussi de pouvoir les informer sur les différentes lois qui entourent, l'envoi d'images, par rapport à la, pornographie juvénile. Donc, qu'est-ce que c'est, lorsque tu as, exemple, une photo en ta possession, lorsque tu fais une image, lorsque tu fais une vidéo, donc, la distribution de matériel de pornographie juvénile. Est-ce que lorsque tu reçois une image, tu es en possession de matériel de pornographie juvénile parce que tu es mineur? Je rappelle, c'est des questions de minorité ici. Lorsque tu décides d'envoyer une photo à plusieurs personnes dans ton entourage Facebook, que tu es en train de diffuser une image et en plus tu es en train de faire de la diffusion sans le consentement de la personne. Donc, ces éléments-là sont importants d'aller aborder dans nos interventions en prévention auprès de nos jeunes. C'est aussi important d'amener les jeunes à protéger leurs informations privées. Donc, les amener à connaître c'est quoi les paramètres de sécurité sur les réseaux. Nous, à cet effet, justement, on fait une activité avec nos jeunes au primaire. Donc, on les amène à se créer un faux profil, des faux profils sur Facebook et à les amener à vraiment cliquer sur où est-ce que tu dois, disons, sécuriser tes paramètres, où est-ce que tu peux disons, signaler une information que tu juges inappropriée en ligne. Donc, vraiment, de les amener à pratiquer, ça peut être une façon de faire là, qui fonctionne bien là, auprès de nous tout petits, même si on sait que nos jeunes au primaire ne sont pas supposés avoir un compte Facebook, la réalité est peut-être tout autre chose. Donc, voilà, c'est peut-être mieux de le faire plutôt que pas du tout. Donc, voilà. On a aussi une fiche d'activité à vous proposer pour cette stratégie de prévention qu'on a nommée risqué ou pas risqué. Donc, je vais vous amener à la prochaine diapositive. Donc, à partir de mise en situation, donc on a pensé à une dizaine de mises en situation. Là, vous en avez 3 sous les yeux. Donc, vont devoir nos jeunes mentionner est-ce que cette situation elle est risquée ou pas risquée? Et si elle est risquée, explique-moi pourquoi tu crois que cette situation elle est risquée. Donc, on veut vraiment développer l'esprit critique des jeunes, les amener à se positionner par rapport à des situations, identifier les éléments qui leur permettraient de croire que la situation est risquée et peut-être justement d'y réfléchir s'ils sont eux autres dans cette situation-là dans le futur. Donc, par exemple, on a ici Sam à la situation 1. Donc, Sam est en vacances avec sa famille et écrit à son amoureuse Laetitia pour lui dire qu'il s'ennuie d'elle.
Il demande à Laetitia de lui envoyer une photo d'elle en sous-vêtements pour qu'il puisse la regarder en son absence. Donc, vont devoir, par rapport à cette situation-là, nous mentionner si cette situation-là, elle est risquée ou pas risquée. Donc, voilà. Nous avons justement à cet effet une question sondage. Donc, on avait envie de rendre le tout dynamique. Donc, parmi les stratégies que nous venons de vous présenter, lesquelles sont, selon vous, là ou les plus pertinentes pour votre milieu? Donc, vous avez la possibilité, encore une fois, de répondre à une question. Vous pouvez en identifier une ou deux ou trois. Et ensuite, c'est important de valider votre réponse en haut à droite. Donc, je lance le sondage. Oui. Donc, nous avons les différentes stratégies qui vous apparaissent en ce moment. Donc, encourager le comportement éthique, outiller les jeunes aux relations saines, renforcer les habiletés de communication, renforcer l'esprit critique sur le sexisme, les sensibiliser aux implications légales. Donc, lesquelles ou laquelle vous jugez la plus pertinente dans vos milieux? Je crois que tout le monde a répondu, même. Wow, vous êtes rapide, merci. Donc, la plus pertinente. Non, c'est pas vrai, il y en a 3 personnes qui n'ont pas encore répondu. Je m'en excuse. Je vous laisse encore un petit 5 secondes. Donc, alors, nous voyons que la stratégie que vous jugez la plus pertinente est vraiment d'encourager le comportement éthique en ligne et suivi par pas très loin de sensibiliser aux implications légales. Et renforcer l'esprit critique sur le sexisme aussi semble quelque chose qui ressort de notre groupe. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Donc, je remets, Mm, 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 mm. Vas-y. Oui, on vient de voir un commentaire qui mentionne qu'on voit que nos réponses personnelles. On est désolé pour ça, c'est parce que on n'a pas coché une option pour que tout le monde puisse voir les résultats de tout le monde. Donc on est désolé, on est en apprentissage de cette plateforme-là qui offre beaucoup de possibilités, mais on est encore en exploration. Donc voilà, on fera mieux la prochaine fois. Donc, veuillez nous excuser. Alors, revenons au PowerPoint, qui est juste ici. Je m'en excuse. Alors, OK. Veuillez nous excuser, on est en apprentissage, comme disait ma collègue Tatiana. Alors, on avait envie, on approche vers la fin du webinaire, de vous partager des ressources. On ne va clairement pas vous présenter chacune de ces ressources. Vous pouvez très bien les lire et vous les aurez sous la main dans les prochaines journées. On a parlé tout à l'heure du guide d'animation RelationNet. Donc, il est disponible dans les ressources juste devant vous. Il est disponible en ligne. Donc, vous aurez simplement à compléter vos informations perso et un courriel vous sera transmis dans les secondes suivant l'inscription. Une autre ressource qui est intéressante avec le service de police de la ville de Gatineau, qui ont fait une campagne de promotion, une campagne de sensibilisation qui est intéressante. Je vous invite à aller le consulter, qui s'appelle Garde ça pour toi. Donc, j'aime bien cette campagne, mais toutes ces ressources sont absolument fort pertinentes. Des ressources pour les parents. Donc, on ne peut pas passer sous silence le guide de civilité en ligne à l'intention des parents qui est fait par Abilo Média avec Sécurité publique Canada. Donc, un guide très bien fait. Vous pourrez aussi consulter, donc nous avions notre intervenante Stéphanie Deslauriers qui vous a parlé tout à l'heure. Donc, son livre Jeux d'enfants, l'heure juste sur l'intimidation, qui est aussi tout à fait bien fait. Donc, on vous invite à consulter cette ressource-là.
Donc là-dessus, je te laisse la parole, Tatiana. Merci Isabelle. Écoutez, là, on va conclure notre webinaire avant de laisser aussi une période des questions. C'est dans le fond pour vous dire que notre prochain rendez-vous, notre troisième webinaire qui va porter sur l'intervention, donc comment mieux soutenir les jeunes en ligne quand ça tourne mal. Donc, il aura lieu le 7 décembre, même heure, même lieu, j'ai envie de dire, sur la même plateforme. Donc, pour vous inscrire, vous avez un lien ici et on va aussi diffuser bientôt ça à travers nos envois courriels. Écoutez, le temps avance vraiment très très vite. Écoute, il est déjà 2 heures. On a commencé avec un petit retard pour laisser au plus de participants, participantes de pouvoir se joindre à nous. On a prévu quand même une petite période de questions. Donc, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez maintenant soit activer votre micro et poser ces questions-là oralement, soit nous écrire dans la boîte de clavardage. Donc, nous essayons d'y répondre. Écoutez, je vous propose encore une fois pour celles et ceux qui ont des questions, qui ont des réflexions de nous les partager. Merci, merci beaucoup. Donc on nous dit que tout est clair. Écoutez, on apprécie ce feedback. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. Nous allons vous répondre soit par courriel. Bah oui, ça va être le plus simple par courriel. Avant de nous quitter, quelques petits mots de la fin. Écoutez, tout d'abord, on voulait simplement dire un grand merci pour toutes les personnes qui se sont impliquées pour développer, pour promouvoir ces webinaires-là, pour nous aider dans notre phase de recherche, donc qui ont partagé avec nous leur réalité, qui ont partagé avec nous leur expertise. Ça nous a beaucoup aidé. Donc, un grand merci à toutes ces personnes-là. Une petite dernière chose qu'on va vous demander, c'est de prendre note que nous allons vous envoyer un lien vers un court sondage d'évaluation qui va nous aider à avoir justement votre rétroaction et d'améliorer nos webinaires. Donc, ça va être envoyé par courriel. Pour favoriser la participation en fait, pour favoriser la participation à ce sondage-là, nous allons lancer un concours. Ça veut dire quoi? Donc, ne quittez pas. Le concours, ça veut dire qu'on va faire un tirage d'un kit d'outils qui sont développés par les services jeunesse. Comme j'ai mentionné au début, on développe des guides à l'intention des intervenants. Donc, pour les personnes qui remplissent le formulaire, le sondage d'évaluation, c'est vraiment un court sondage de quelques questions. Donc, si vous voulez laisser votre adresse courriel, nous allons faire un tirage au sort et donc la personne, elle aura ce kit d'outils entre les mains. Voilà, merci beaucoup pour d'avoir été avec nous pour ce webinaire et nous espérons vous retrouver dans un mois pour notre troisième rendez-vous sur l'intervention. Merci beaucoup et au revoir.